Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire concernant la partie ESG, les stratégies des directions achats dans le cadre de la RSE. Pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, on va laisser un petit peu les participants terminer leur précédente réunion, trouver le lien de connexion et revenir et se connecter. Je vois les inscrits se connecter, donc on va attendre 11h, 11h03 avant de commencer. Voilà, donc je vous vois tous arriver. Alors peut-être un test de micro. Alors je vais prendre qui aujourd'hui pour que vous me disiez, vous m'entendez bien dans la partie webinar. Alors, peut-être Antoine Perrinou, une bonne connaissance. Merci, vous m'avez tous répondu. Très bien. Très bien, Kevin, merci. Merci à tous. Parfait. Très bien. Ravi de vous voir que pas mal d'inscrits à ce webinaire, puisque plus de 200 inscrits sur ce thème, évidemment porteur. Voilà, je laisse encore certains arriver. Je regarde la liste des présents. Donc, pour ceux qui se connectent, on va commencer dans 2 minutes. On laisse les autres participants se connecter. Alors, voilà. Ce qui était intéressant dans ce webinaire au niveau des listes des inscrits, c'est assez éclectique en termes d'activité. Je vois là secteur bancaire, secteur industriel, ETI, grands comptes, bien sûr, mais également à peu près 30-40%, 30% de personnes qui assistent pour la première fois à un webinaire organisé par Altares, donc merci beaucoup. Voilà. Voilà, encore quelques minutes pour laisser tout le monde arriver. Parfait. On va attendre encore un petit peu. Alors, voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent, le chat est ouvert. Très bien, donc on va commencer. Merci à tous d'être présents. Un sujet, l'engagement RSE au cœur des stratégies achats. Évidemment que c'est un sujet qui semble évident et pourtant porteur, puisque il est de plus en plus à l'esprit des directions achats. Nous le voyons quotidiennement chez Altares. Il est mu à la fois par le cadre légal, on va en parler, une volonté également d'inscrire les achats dans une démarche éthique. L'achat responsable devient donc, on le voit au fil du temps, un thème qui est à l'agenda des entreprises. C'est un enjeu qui est interne avec la mise en place des démarches RSE au sein même des entreprises. Alors là-dessus, il y a pas mal de littérature et des cabinets qui foisonnent sur ce thème-là et qui apportent vraiment des réponses opérationnelles sur la mise en place des processus RSE au sein des entreprises. Altares, nous-mêmes, nous l'avons fait. Nous avons une belle page web là-dessus. C'est basé majoritairement sur les 17 objectifs de développement durable. Il y a d'autres littératures, mais c'est essentiellement celui-ci qui commence à faire foi dans les entreprises. Mais également par l'obligation du DPEF, la déclaration de performance extra-financière l'année prochaine, 2025, mais également, et c'est vraiment le thème que nous portons ce matin, par la volonté forte des directions achats de jouer leur rôle de vigie sur l'action des fournisseurs, sur la sélection des fournisseurs, tant en portefeuille qu'en sourcing, qu'en recrutement. Alors, souvenez-vous, c'est pas très loin, hein, puisque aujourd'hui, on le voit bien chez Altares, le fournisseur, il est évalué sur plusieurs critères, évidemment, sur sa capacité financière, sur sa capacité de solvabilité. Alors là, je fais écho à des thèmes portés par Altares depuis très longtemps.
également porté par son honorabilité, donc tout ce qui est sapin 2, évaluation des tiers. Alors là, je ne vais pas dire il y a très longtemps, parce que ça date de 2017 et on agit Altares sur ce thème-là. Et aujourd'hui, il y a un troisième pilier, une troisième vue qui vient renforcer cette évaluation du tiers fournisseur avec la responsabilité. Alors, on aime à dire chez Altares la solvabilité, l'honorabilité et maintenant la responsabilité. C'est le triptyque que l'on voit et qui, pour les entreprises qui souhaitent mettre le supply chain au cœur de leur stratégie. Donc, c'est un thème qui est intéressant, qui peut être pris sous différents angles. Et je suis vraiment aujourd'hui ravi de pouvoir l'animer, le porter avec PwC, Isabelle, Valérie Stries, notre avant-vente projet ESG et conformité chez Altares, qui est déjà intervenu plusieurs fois sur ce thème, et Christophe Rivéran de chez Fluxim, qui est un intégrateur. Juste avant de rentrer dans l'agenda, un petit mot peut-être, Isabelle et Christophe, bienvenue. Merci de votre présence, merci d'apporter votre brique à ce thème important et intéressant. Isabelle, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent, Christophe, et merci de m'inviter. Donc, en ce qui me concerne, je suis Isabelle Caradine et je suis associée chez PwC et experte dans le domaine des achats. Et donc, moi, j'ai plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des achats et force est de constater que la RSE est un enjeu absolument majeur et on va vous en parler, on en parlera bien sûr avec des raisons évidentes aujourd'hui et effectivement nos clients aujourd'hui nous sollicitent pour transformer leurs achats de manière en alignement avec les stratégies RSE qu'elles viennent de la société ou de la réglementation. Merci Isabelle. Christophe, un petit mot sur ce que tu fais avec Fluxim. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence. Merci Laurent. Ravi d'animer aussi ça aux côtés d'Isabelle et PwC. Donc moi, je suis Christophe Rivéran, je suis directeur du développement de Fluxim pour la France. Fluxim, on a développé une conviction depuis maintenant 20 ans dans un monde qui change à grande vitesse. La RSE en est une parfaite illustration. C'est que ce changement nécessite beaucoup d'adaptation des organisations, nécessite d'être beaucoup plus agile. Et la conviction qu'on a développée, c'est que le digital est un vrai outil d'adaptation, de transformation, et ça tombe bien puisque c'est le terrain de jeu qu'on a choisi. Et concrètement, on intègre des solutions achats pour justement faire en sorte que vos groupes, vos entreprises, vos organisations s'adaptent à ce changement et puissent capitaliser et transformer ces menaces finalement en opportunités pour vos entreprises. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Donc vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'essaie de couper mon micro. Voilà. Donc au niveau de l'agenda, on rappelle à chaque fois les exigences légales. Donc Valérie Stries va le faire. Je suis très franc avec vous, c'est une présentation qui est enregistrée, mais sincèrement, elle vulgarise ce qui est attendu par les entreprises dès l'année prochaine, et elle fait aussi un retour en arrière sur les racines de ces lois CSRD, RSE, ESG, etc. Très intéressant, donc on verra dans quelques instants. Ensuite, Isabelle Caradine de Price, on verra quels sont les enjeux des responsables achats en matière de RSE. Christophe Rivéran insistera sur l'intégration de ces données RSE dans les SRM. C'est quasiment un projet sur deux que nous gérons chez Altares qui nécessite cette intégration. Et puis, on verra ensuite comment Altares s'inscrit dans cette démarche-là en termes de score RSE et en termes de data. Alors, ce que je vous propose, si Isabelle et puis Christophe, vous pouvez juste couper vos écrans et vos micros, c'est de écouter la partie de Valérie Stries et après, on revient sur les éléments avec Price. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que vous entendez Valérie? Effectivement, oui, même si la responsabilité sociétale des entreprises s'est développée en tant que démarche volontaire, on va voir que de plus en plus de textes tendent vraiment à encadrer cette démarche RSE. Donc, ce qu'on va faire, c'est sur le
prochain slide, c'est commencer par les grands textes historiques qui ont amorcé les discussions autour de cette thématique. Donc, ça commence il y a plus de 40 ans avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a donné un cadre aux entreprises en matière de conditions de travail, de formation, de diversité. Donc, il y a eu ensuite plusieurs amendements de ce texte et des révisions qui ont permis de prendre en compte d'autres notions fondamentales comme la sécurité, l'hygiène, l'environnement, qui est applicable aux travailleurs et aussi pour lutter contre le travail forcé. Donc, c'est le premier texte qui a initié cette démarche, entre guillemets, RSE. Ensuite, en 1992, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement a abouti à plusieurs éléments fondateurs. Donc, la Convention sur le climat, des textes pour agir en faveur du développement durable, la déclaration de Rio qui comprend 27 principes, cette fois-ci plus concrets. En 2000, le Global Compact liste 10 principes qui touchent aux droits de l'homme, à l'environnement, à la lutte contre la corruption, aux droits du travail. Donc, les entreprises qui sont signataires de ce pacte s'engagent à respecter ces 10 principes. Donc, c'est vraiment du volontariat, mais ce texte, ce Global Compact, a vraiment généré une prise de conscience, donc une impulsion vraiment globale. En 2007 et 2010, on a les lois issues du Grenelle de l'environnement qui ont été présentées comme vraiment les prémices d'une révolution verte. La grande nouveauté de ces textes, c'est que le reporting ne suffit plus, la communication ne suffit plus. Il faut également créer une obligation de vérification des informations extra-financières grâce à des organismes tiers indépendants. Ensuite, en 2010, on a la norme ISO 26000 qui va apporter la première définition réelle de la RSE, qui est issue cette fois-ci d'un consensus international. Donc, les décisions et les activités des entreprises qui sont considérées comme ayant un impact sur l'environnement ont cette responsabilité de s'engager dans une démarche RSE. D'ailleurs, la norme ISO 26000, elle définit le périmètre de la RSE autour de 7 thématiques centrales, la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. Donc, ensuite, en 2015, les objectifs de développement durable dont a parlé Laurent en début de session de l'ONU rappelle que les entreprises constituent des acteurs essentiels dans la lutte contre le changement climatique, les inégalités sociales, également la raréfaction des ressources. Donc ces ODD qui représentent une sorte de feuille de route permettent de faire bouger vraiment les lignes au niveau mondial puisque la RSE n'est pas réglementée partout. Et également, en 2015, la loi sur la transition énergétique en France va instaurer l'obligation de communication sur la gestion des risques climatiques par les entreprises. Donc, dans cette historique, ces textes, pour la plupart, on voit c'est de la soft law. Donc, il n'y a aucune obligation, ce n'est pas contraignant pour les entreprises. Ce sont vraiment de grandes lignes directrices. C'est vraiment une application sur la base du volontariat. Toutes les entreprises peuvent mettre en œuvre une démarche RSE, quelle que soit leur taille, leur forme juridique ou leur secteur d'activité. Mais on voit maintenant de plus en plus la réglementation européenne tend à structurer peu à peu les contours de la RSE et de l'investissement socialement responsable. Et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Donc déjà, en Europe, on va le voir sur le slide suivant, on a plusieurs textes qui, pour certains, ont déjà été transposés en droit français. On va commencer par la NFRD, qui est une directive européenne de 2014 qui a été transposée en France en 2017 et a introduit dans le Code de commerce en France une nouvelle obligation de publication d'une déclaration de performance extra-financière. Donc, cette déclaration, cette DPEF, elle doit être intégrée au rapport de gestion. Donc, c'est obligatoire pour les entreprises françaises et donc
également européenne, de publier depuis 2017 cette déclaration de performance extra-financière pour les entreprises qui entrent dans certains seuils précisés par la directive. Également, le règlement taxonomie de janvier 2022 a établi un système de classification commun à l'Union européenne qui permet d'identifier les activités économiques considérées comme étant durables. Donc, certaines sociétés, depuis janvier 2022, sont tenues de publier des indicateurs de durabilité. La CSRD en 2024, qui est une directive européenne qui a été signée en juin 2022 et donc qui entrera en vigueur en 2024, va remplacer la NFRD. Elle fixe les normes et les obligations de reporting extra-financier pour 50 000 entreprises en Europe contre 12 000 actuellement sous la NFRD. Cette fois-ci, le reporting extra-financier va un peu plus loin. Il consiste à suivre les informations non monétaires, en particulier sur tous les impacts et les risques sur l'environnement, la société, les êtres humains et l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Donc, cette directive, elle va introduire également l'obligation de réaliser un bilan carbone pour les entreprises qui sont concernées, mais pas seulement. Ces entreprises, elles vont également devoir suivre leurs impacts RSE, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, les entreprises qui sont concernées par surtout ce dernier texte, ça concernera les grandes entreprises, qu'elles soient cotées ou non, c'est-à-dire les entités qui dépassent au moins deux des deux critères suivants, 20 millions d'euros de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 250 salariés. Donc, cette directive va vraiment élargir largement le nombre d'entreprises, d'acteurs économiques qui va être concernés par le reporting extra-financier. Cette CSRD, elle impose aux entreprises de donc, suivre et leur performance ESG en suivant un cadre strict et fiable. Le but, c'est vraiment de chasser le greenwashing, de rendre le bilan ESG aussi important que le bilan financier. Et ces reportings extra-financiers seront soumis à un audit et une certification par un tiers indépendant. Donc aujourd'hui, la manière de présenter les informations attendues est en cours d'élaboration, mais on va le voir par la suite qu'il y a déjà des grandes organisations internationales qui publient des dispositifs de reporting standards pour aider les entreprises à mettre en place les dispositifs de ces textes. Donc, les sanctions en cas de non-respect de cette directive, donc les sanctions en cas d'infraction seront définies par chaque État membre. Le texte précise que les mesures prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de sanctions prévues par la France. Je dirais que la plus grande des sanctions aujourd'hui, de toute façon, en termes de RSE, c'est le désintérêt des investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs, on voit, se tournent de plus en plus vers les entreprises qui communiquent sur leur stratégie de développement durable, qui mettent en avant, on voit sur leur site internet, des notations, des labellisations RSE et également dans leur rapport annuel et qui vont justifier leur démarche RSE grâce à des acteurs tiers qui vont publier ces notations. Donc, on va le voir ensuite sur le slide suivant, que la réglementation a également aussi peu à peu structuré l'investissement responsable, cette fois-ci en termes d'investissement donc financier. Les critères ESG ont été créés et une série de textes qui sont peu à peu venus encadrer l'ISR vont permettre de protéger les investisseurs de tout ce qui est communication à outrance, de RSE, etc. D'ailleurs, c'est le règlement MiFID II qui va instaurer l'obligation de recueillir les préférences ESG des investisseurs dans le questionnaire d'adéquation. Donc, ce questionnaire, c'est un questionnaire qui existe déjà, qui évalue les objectifs des personnes qui souhaitent investir. Donc là, on va alors leur poser des questions sur leurs préférences ESG. D'ailleurs, la Commission européenne a, en ce sens, émis un plan d'action sur 3 grands axes. Donc, le
but, c'est vraiment de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, de gérer les risques financiers qui sont liés aux facteurs ESG, de favoriser la transparence des activités économiques et financières. Donc, on a ces 3 grands axes qui sont émis par la Commission européenne, qui insiste sur l'importance d'une transparence qui est accrue, de permettre aux investisseurs de pouvoir comparer les performances des entreprises entre elles, mais sur ces aspects RSE. Donc, c'est le règlement SFDR qui est applicable depuis mars 2021, qui va imposer aux sociétés de gestion d'actifs de placer les produits financiers en fonction de leur impact environnemental et social. Donc, ce texte va instaurer 3 grandes catégories de produits, des produits plus ou moins engagés dans leur investissement socialement responsable. Donc, cet étiquetage des fonds d'investissement selon un niveau de durabilité va vraiment devoir être reflété dans tous les documents qui sont mis à disposition investisseurs, même les plus novices. Et là, encore une fois, il n'y a pas de méthodologie précise à suivre. Il y a des grandes lignes directrices, des nomenclatures, mais aujourd'hui, on voit que les sociétés de gestion s'appuient surtout sur des normes qui sont publiées par des organismes internationaux. En termes de contrôle, c'est l'AMF qui va contrôler ces sociétés de gestion. Il n'y a pas de sanctions publié par l'AMF pour le moment. La plus grande sanction reste encore une fois le désintérêt des investisseurs sur les fonds qui ne seraient pas labellisés ISR. Enfin, en France, on va le voir sur le slide suivant, on voit que la France, donc, en transposant ces textes, s'est dotée progressivement d'un cadre législatif pour prendre en compte la RSE. Ce cadre, il s'est construit progressivement au regard des évolutions des dispositifs de reporting extra-financier. La France a transposé la NFRD de 2014. On a 2 textes aussi en France qui viennent renforcer ces obligations en matière de RSE. La loi Sapin II sur la lutte contre la corruption en fait partie, mais également la loi de 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d'ordre, qui va imposer aux entreprises multinationales d'établir et de publier un plan de vigilance pour prévenir les risques en matière d'environnement, de droits humains, de corruption sur leurs propres activités, sur celles de leurs filiales, des sous-traitants, des fournisseurs, que ce soit en France comme à l'étranger. Donc, en termes de contrôle et de sanctions sur cette loi Potier, toute personne qui justifie un intérêt à agir peut dénoncer l'entreprise, et là, c'est la justice classique qui prend le relais. En France également, autre texte, c'est la loi climat et résilience, l'article 35 particulièrement, qui va entrer en vigueur en août 2026, et certains alinéas sont déjà en vigueur, vont imposer aux établissements qui sont soumis au code de la commande publique de prendre en compte obligatoirement un critère RSE dans le choix du prestataire. Là, la sanction, ce sont des sanctions qui sont prévues pour non-respect du code des marchés publics, c'est-à-dire l'annulation des contrats, l'engagement de la responsabilité civile et pénale pour corruption passive de l'établissement qui n'aurait pas pris en compte ces critères RSE dans le choix de son prestataire. Et enfin, donc pour aider les entreprises, on va le voir sur le slide suivant, donc pour les aider dans la mise en application des textes relatifs au reporting extra-financier et classement également des fonds ISR, on l'a vu tout à l'heure, on a des référentiels mondiaux, il y en a beaucoup, donc j'en ai sélectionné quelques-uns, qui ont été créés par des organisations à but non lucratif pour standardiser le reporting des données ESG. Donc, parmi ces référentiels, j'en ai sélectionné 4. Le GRI, qui est lancé par une ONG américaine en 1997, qui a pour objectif d'élaborer et de diffuser des lignes directrices pour aider les entreprises à produire des rapports sur les dimensions économiques, sociales et environnementales de leur activité, leurs produits et leurs services. On a également les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies qui a été lancé en 2006. C'est un engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier qui incite les investisseurs à intégrer les problématiques ESG dans la gestion de portefeuille.
Le SASB aussi, en 2011, qui est une ONG qui a pour objectif de fixer des normes en matière de rapports financiers. Donc, ce sont des recommandations, des outils informatifs qui sont spécifiquement dirigés vers l'activité industrielle sur l'aspect des critères ESG. Et enfin, les SSDGs en 2015, qui sont en fait des objectifs de développement durable. Donc, il y en a 17 qui couvrent vraiment le défi économique, social et environnemental. Et ce sont de lignes directrices internationales pour tous ceux qui souhaitent également agir en matière de développement durable. Voilà, donc, pardon. Donc, un focus sur la partie légale. Quelques éléments intéressants dans la prise de parole de Valérie. Vous l'avez vu, elle a fait un focus sur la partie fournisseur sous-traitant, avec cette culture du devoir de vigilance en France qui mue petit à petit vers, en fin de compte, la CSRD, 250 salariés, entreprises cotées, non cotées, d'accord, avec des limites de chiffre d'affaires ou de bas de bilan, et avec cet angle du DPEF qui va devoir donc être mis en place par l'ensemble des entreprises. On a vu quelques exemples de DPEF chez Altares que certains clients nous ont transmis. C'est des documents assez beaux, assez marketing. Néanmoins, on voit que cet angle fournisseur sous-traitant, il est très prégnant. Et c'est pour ça que ce sujet a été pris, je le disais en introduction, également pour la direction achat, puisqu'elle voit dans ce cadre légal une manière, évidemment, totalement louable, d'avoir une sélection un peu plus précise des sous-traitants et des fournisseurs. Alors, ce que je vous propose, c'est que Isabelle de PwC, justement, on fasse un focus sur ces enjeux des responsables achats. Isabelle, je te laisse la parole. Je vais couper mon micro cette fois-ci pour pas que vous m'entendiez. Et Isabelle, vous m'indiquez de changer les slides, ça sera avec plaisir. Parfait. Alors, dans cette... Vous m'entendez? Oui. Dans la continuité de la présentation sur les aspects réglementaires, vous m'avez demandé donc d'intervenir pour préciser comment les achats sont impactés par ces réglementations. Alors, on a vu un peu le côté pléthorique de la réglementation. Moi, dans la présentation qui vient, je vais me concentrer sur CSRD et CS3D. J'ai vu que dans le chat, quelqu'un avait parlé de la CS3D. Mais effectivement, et pourquoi je vais en parler? Parce que chez PwC, nous considérons que enfin, cette CSRD vient apporter un cadre méthodologique et un cadre qui va permettre aux entreprises et aux directions achats en particulier de construire leur méthodologie, leur politique achat RSE, leur KPI et leur manière de reporter. Voilà. Alors, je vous propose de passer au premier panel, au premier slide. Alors, vous le voyez ici, la RSE est devenue la priorité numéro 3 des directions achats. Alors, chez PwC, nous menons une enquête tous les 2 ans auprès des directions achats et ce au niveau mondial. Donc, je vous restitue ici un peu en avant-première les résultats de notre 5e édition. 1000 entreprises au niveau mondial interrogées et vous voyez que la RSE passe de la 6e place à la 3e place en 2 ans. Donc augmentation ou en tout cas priorité majeure, et ce évidemment parce que les risques et la gestion des risques et des crises et les risques d'il y a 2 ans en matière de gestion sanitaire mais aussi de supply chain ont largement diminué et que la réglementation sociale et environnementale est venue au titre des premières priorités des directions achats. Et puis, vous voyez que nous avons aussi, nous voyons dans le classement des priorités le sujet de la conformité de la réglementation qui devient
une priorité ou un enjeu pour les achats. Je vous propose alors aussi ce qu'on voit ici, et pour conclure, la notion de performance achat et de transformation digitale reste des objectifs majeurs au même titre que le sourcing, et ce depuis plusieurs années que nous menons cette enquête. La performance, la digitalisation sont toujours des priorités. Je vous propose de passer au slide d'après. Alors, ici, ce qu'on essaye de faire, dans la présentation précédente, nous avons vu finalement le panorama des réglementations. Moi, je commence ici à structurer les aspects réglementaires sous 3 axes. Et ces 3 axes-là, finalement, c'est déjà le démarrage de la structuration des éléments de la CSRD. Et c'est comme ça que les entreprises prennent le sujet de la RSE et prennent le sujet finalement après du reporting. Donc les 3 axes que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, l'accréditation des entreprises, ou ce qu'on appelle en anglais le license to operate, est devenu un enjeu sous cette double pression, qu'elle soit sociétale ou réglementaire. Dans la première partie, on a parlé de la réglementation, mais vous le voyez bien, la société aussi est demandeuse d'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale et environnementale. Alors, si on regarde ces 3 axes, environnement, social et gouvernance, de quoi on parle en termes d'objectifs pour les entreprises? Et c'est là qu'on va en venir aux achats. Sur l'environnement, on parle évidemment de la décarbonation, mais pas que, de la pollution des sols, de la déforestation, et d'un ensemble d'éléments qui sont très bien listés dans la CSRD d'ailleurs, pour respecter l'environnement au niveau mondial. Sur le social, évidemment, l'objectif, c'est améliorer la situation des droits humains sur l'ensemble de la supply chain de l'entreprise, en amont et en aval. Et la gouvernance, vous l'avez évoqué avec la loi Sapin, le devoir de vigilance, il s'agit de prévenir des risques éthiques, éthique des affaires, corruption, et en France, ce n'est pas nouveau. Donc en conclusion, aujourd'hui, l'entreprise a un devoir sur ces 3 piliers, et les directions achats donc, vont devoir évidemment connaître l'ensemble de leur supply chain, de bout en bout, les risques associés, qu'ils soient géopolitiques, éthiques, etc., pour répondre à la demande des citoyens, de la société, mais aussi de la réglementation. Je vous propose de passer au slide suivant. Alors, je ne vais pas vous lister et vous refaire l'histoire. Je voulais juste dire une chose, c'est que, donc vous voyez bien une accélération des textes. On est passé d'exigences dans les années 50 sur les aspects de droits humains vers des exigences en matière d'environnement, de corruption et d'environnement et de corruption. Le protocole de Kyoto, pour nous, il marque le début d'objectifs chiffrés, et c'est ça qui est important, c'est que si on est encore dans des règles, des chartes, des principes directeurs, aujourd'hui on rentre dans des objectifs chiffrés, ce qu'on appelle nous les premiers engagements, et enfin la CSRD, c'est pour ça que moi je l'aime bien, c'est qu'elle va donner un cadre, une structure qui va réellement faciliter la mise en place de politiques, la mise en place de plans d'action pour les entreprises, sous les 3 dimensions que je vous ai présentées précédemment, l'environnement, le social et la gouvernance.
Ce qui va changer aussi dans cette CSRD par rapport à toutes les lois qui ont été présentées précédemment, c'est qu'on ne demande plus, on ne va plus vous demander aux entreprises de faire état d'indicateurs sur ces 3 dimensions qui les concernent et qui concernent ces fournisseurs de rang 1, mais on va demander aux entreprises de faire état d'indicateurs sur l'ensemble de la supply chain et donc sur les fournisseurs de rang N, potentiellement, et sur l'ensemble de la supply chain qui a un impact fort sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise elle-même et de ses partenaires. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'est extrêmement nouveau. On n'est plus sur l'écosystème proche de l'entreprise, mais bien sur l'écosystème étendu de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, donc, si on passe au slide d'après, ça c'est comment chez PwC on structure pour les achats, hein, et là on s'adresse bien à la fonction achat, le qu'est-ce qu'il y a à faire, donc qui est à droite, pour répondre à quels objectifs, qui est à gauche. Alors, eh bien, les objectifs, évidemment, c'est de faire, hein, d'agir. En premier lieu, j'aurais dû l'écrire tout en haut, mais c'est bien ça. En réponse aux aspects réglementaires, vous allez devoir communiquer sur eh bien, ce que vous mettez en œuvre, sur vos indicateurs et sur comment vous mettez en œuvre tout cela. Et pour cela, eh bien, je vais partir du bas de ma pyramide. Les directions achats vont devoir réaliser et s'assurer qu'elles réalisent un certain nombre d'activités. Alors, pour assurer la traçabilité, hein, comme vous le disiez précédemment, on va être audité. Je rappelle d'ailleurs que PwC, en tant que cabinet d'audit, sera commissaire aux comptes et va auditer les entreprises. Et d'ailleurs, les entreprises comme les nôtres avons contribué à la rédaction des textes et des normes. Donc, pour avoir travaillé avec mes confrères auditeurs, je sais et nous savons quels sont les indicateurs et comment les auditeurs aujourd'hui vont auditer eh bien, les indicateurs qu'on appelle les ESRS et qu'on verra juste après. Donc, assurer cette traçabilité, ça va nécessiter aux directions achats de décomposer la chaîne de valeur. Donc, une chaîne de valeur sur une production. Moi, par exemple, je travaille dans le secteur du chocolat. Eh bien, nous allons jusqu'aux parcelles hein, dans lesquelles on extrait en fait le cacao. Et donc, nous avons cette obligation pour mon client de tracer, de décomposer toute la chaîne de valeur industrielle de production et de fabrication du chocolat. Ça, c'est la première chose à faire. Évidemment, connaître ses dépenses, la cartographie des dépenses. Et ça, c'est un must-have et ça fait des années hein, que les directions achats le font. Mais j'ai envie de dire que là, on va leur demander des comptes là-dessus. Elles vont devoir aussi disposer, vous le voyez en bas à droite, d'autres informations qualitatives comme des spécifications techniques hein, auprès de leurs fournisseurs. Et c'est là qu'on en vient à Altares, des bases de données externes. Elles vont devoir montrer comment elles mesurent, comment elles évaluent leurs fournisseurs, les produits qu'elles achètent grâce à la mise à disposition et l'analyse de données externes. Et c'est là que vraiment Altares rentre en ligne de compte. Et puis, bon, bah, je vais un petit peu monter dans cette pyramide. Il va falloir disposer d'une politique RSE-achat. Ça, c'est très important. La CSRD va la demander. Un processus de mitigation des risques, hein, puisque vous savez que il va falloir produire une analyse de risque de double matérialité, impact et financier. Et ça, cette analyse de risque, elle se fera pour l'entreprise de manière globale, mais aux directions achats, vous allez devoir contribuer à cette cartographie des risques
doublement matérialisé, j'ai envie de dire. Vous allez aussi, en tant qu'achat, eh bien, devoir montrer que vous impliquez toutes les parties prenantes, vos fournisseurs. Vous allez devoir reporter les actions que vous venez auprès de vos fournisseurs pour qu'ils contribuent à eux-mêmes réduire leur empreinte carbone et réduire l'empreinte environnementale d'une manière générale. Voilà, tout ça au profit donc de cette analyse de risque qui doit être argumentée, matérialisée et ce reporting RSE. Et donc, enfin, pour revenir à la norme et comment la fonction achat peut très facilement et je le dis très facilement pour l'avoir testé, hein, nous l'avons testé et j'ai envie de dire que moi, ça me facilite la vie d'avoir un cadre. Donc, on va passer le dernier slide que je voulais vous montrer. Il s'agit donc des ESRS. Donc, vous voyez au centre, au milieu, ces 12 ESRS qui sont les axes de travail de la CSRD. Qui sont structurés autour eh bien, de normes transversales, les normes environnementales, on en a parlé, les normes sociales et les normes de gouvernance. C'est pour ça que depuis le début de mon intervention, je structure vraiment autour de l'environnement, le social, gouvernance, parce que c'est comme ça que vous allez et que nous allons maintenant travailler. Donc voilà des exemples de contribution des achats dans le cadre de la CSRD, c'est très bien instruit. Donc je vous donne des exemples. Eh bien, vous allez mettre en place sur les métriques et l'évaluation des émissions brutes de gaz à effet de serre sur le scope 3, hein, sur tout ce qui est normes environnementales. Vous allez devoir reporter ce que vous achetez en matière de substances préoccupante. Hein, toujours, moi j'ai écrit extrêmement, nous avons écrit extrêmement, c'est parce qu'évidemment on va se concentrer sur le fort enjeu, là où il y a vraiment des risques. Les cas avérés de corruption ou versement avéré de pots de vin, des pratiques, vos pratiques en matière de paiement et avec des indicateurs très ciblés. En termes de métriques, je peux cibler des cibles liées à la gestion, promotion des incidences négatives ou positives importantes et à la gestion des risques et opportunités importants. Et donc, tout plein d'indicateurs qui sont typiques pour les fonctions achats. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en synthèse, c'est que la RSE pour les achats n'est plus un nice to have, c'est un must have. Elle contribue à l'accréditation même de l'entreprise. Et aujourd'hui, la CSRD est un moyen pour les achats, eh bien, d'avoir un cadre et de suivre ce cadre. Et je crois que dans la présentation qui vient, nous allons aussi pouvoir discuter et évoquer le comment mettre en place ce cadre grâce aux solutions et aux outils. Voilà, Laurent. Merci bien. Merci Isabelle pour ces précisions. Vous avez raison. Durant N, on a quelques projets sur la partie ESG aujourd'hui qui nécessitent l'information jusqu'au rang 7. Donc le rang 1, c'est évident, on voit maintenant une volonté d'avoir une vision plus profonde de la chaîne logistique. Alors, qui dit achat dit SRM. Ce que je vous propose, c'est avec Fluxim de regarder aujourd'hui, eh bien, quel est le contexte d'intégration des données RSE dans les SRM, l'état des lieux, les prospectives. Christophe, je te laisse la parole. Oui, merci Laurent et merci pour cet éclairage un peu préliminaire. Je pense que les enjeux, vous les avez bien fixés. Maintenant, la question, c'est comment on les met en œuvre. Hein. C'était la question d'Isabelle. Donc, nous, on va vous apporter notre petit témoignage, contribution sur comment on voit les choses, puisque 70% de nos projets aujourd'hui sont des projets de SRPM, hein, donc des projets où on va gérer la donnée fournisseur et on va gérer l'aspect digital, hein, puisqu'on voit que toutes ces évaluations, toutes ces contraintes, toutes ces directives vont forcément nécessiter des outils. Et pour entrer dans le vif du sujet, Laurent, peut-être sur le slide suivant, ce que je voulais mettre en avant,
c'est qu'avant de parler d'outils, on voit que qu'en termes d'enjeux méthodologiques, de projets, il y a quand même un triptyque assez classique. Les données, et je crois que Altares en est l'ambassadeur, hein, pouvoir évaluer un fournisseur, c'est finalement de la donnée, que la donnée soit fournie par le fournisseur, fournie par vos acheteurs ou fournie par le fournisseur lui-même. Il faut que cette donnée soit raffinée. Donc ça, c'est le premier facteur clé de succès de ce type de projet. Le processus, bien sûr, il y a des nouveaux processus qui vont rentrer dans les entreprises. On a même des nouvelles fonctions qui ont été aujourd'hui structurées pour être dans une compliance totale. Et enfin, comme tout projet, comme tout changement, il y a l'individu dans cette conduite au changement qu'il faut opérer. Donc pour nous, ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'il faut vraiment construire ces projets RSE comme des vrais projets en tant que tels. Et on voit que ce triptyque se retrouve dans un outil qui va permettre de structurer toutes les démarches. Alors, tu as commencé à dire le nom, Laurent, et c'est parfait, le terme d'SRM, hein, si on passe au slide suivant. Donc le SRM, c'est la structuration finalement d'une base fournisseur, hein, si je devais vraiment simplifier le débat. On voit aujourd'hui, et tu l'as dit Isabelle en préambule, notamment dans l'étude que vous faites chaque année sur le digital procurement, le taux d'équipement des SRM est assez fort. Je crois qu'on parle de plus de 70% d'équipement dans les organisations achats, que ce soit des outils du marché, des développements spécifiques ou des outils propres à chaque organisation. La base fournisseur est déjà structurée en partie. Maintenant, une des prospectives, une des évolutions qu'on constate aujourd'hui, et c'est la question que tu me posais, Laurent, en préambule de cette conférence, c'est d'apporter un petit peu d'éclairage sur ce qu'on voit en termes de tendance. Le SRM se transforme en SRPM. Ça, c'est un sujet très fort avec cette notion de performance qui rentre dans le SRM. On n'est plus sur une base fournisseur statique, mais on est bien sur des bases qui sont dynamiques. Dynamique veut dire que finalement, ce que vous avez mis en place dans l'organisation d'un point de vue achat est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, les bases fournisseurs, dans quelques entreprises qu'on équipe aujourd'hui, sont complètement ouvertes et la base est ouverte au fournisseur, bien sûr, qui va pouvoir contribuer dans son évaluation, et ouvert à l'ensemble des protagonistes dans l'entreprise et pas que les acheteurs. Bon, ça, c'est aussi un élément nouveau, de manière à pouvoir aussi avoir accès à l'information fournisseur, de manière à pouvoir évaluer aussi les fournisseurs d'un point de vue opérationnel. Et l'autre élément qu'on constate, on voit la vraie construction de data hub aujourd'hui dans les SRM pour avoir une vision 360 degrés. Et concrètement, les outils des SAPM se connectent automatiquement à des fournisseurs de données type Altares, type Ecovadis ou autres fournisseurs d'informations, de manière à ce que l'acheteur ait un hub de connexion, un dashboard unique qui va lui permettre de piloter les indicateurs réglementaires, mais aussi les indicateurs qui sont intrinsèques à l'organisation en matière de RSE. Donc ça, c'est un élément extrêmement important d'avoir une base fournisseur qui soit au centre de beaucoup de choses, à savoir les données internes, les données externes. Alors, une des questions qui nous est posée, c'est finalement comment construire cette base de données fournisseur dynamique. Quel est le retour d'expérience qu'on peut vous apporter là au travers de quasiment 300 projets qu'on a fait depuis une dizaine d'années. Alors, bon, déjà, prendre conscience que la donnée est une donnée obsolète, c'est le point de départ. L'information qu'on a saisie à un instant T, bon, on sait qu'elle a un temps de validité. Et donc, cette obsolescence, il faut en avoir connaissance de manière à pouvoir orchestrer la mise en place d'outils qui sont en lien avec ces enjeux. L'autre élément qui est important, c'est que finalement, la donnée est extrêmement éclatée dans vos systèmes d'information, dans l'ERP, dans la supply, dans le système achat, dans la comptabilité, chez votre fournisseur d'information. On voit que la donnée est extrêmement éclatée, ce qui rend beaucoup plus complexe l'orchestration et le pilotage des indicateurs et enjeux RSE. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelle est la bonne pratique? Quelles sont les bonnes pratiques que nous, on constate sur ces projets? La première, c'est de consolider l'information. J'enfonce une porte ouverte, mais si on met en place un référentiel unifié qui vient agréger l'information, quelque part, ça va être beaucoup plus simple pour centraliser et gérer cette donnée. Deuxième élément important, la gouvernance de l'information.
fournisseurs, structurer un processus de création de fournisseurs, d'évaluation, de sélection de fournisseurs, et encore plus important, avec ces nouveaux impératifs RSE, la gouvernance est essentielle. Voilà, j'ai commencé à l'évoquer, le partage est aussi un des piliers importants, le partage de l'information en interne à l'ensemble des contributeurs à l'information, le partage de l'information à vos fournisseurs pour qu'eux-mêmes soient contributeurs de l'amélioration de la qualité de la donnée fournisseur et forcément des évaluations intrinsèques à ces enjeux RSE. Le deuxième élément qui est important, c'est la connexion de votre base à des sources de données externes. Aujourd'hui, vous avez énormément d'opportunités de fournisseurs d'informations. Altares en est un super exemple, avec des informations financières pour mesurer la solvabilité, l'honorabilité et cette responsabilité aussi. Donc, quelque part, vous avez déjà une information qui peut être utilisée. Donc, connectez-la à vos SRM. C'est vraiment un facteur clé de succès très fort. Voilà, donc ça, c'est les principaux piliers que nous, on constate, ou du moins les bonnes pratiques pour construire un référentiel unifié. Alors ça, c'est un peu les piliers, finalement, et c'est un peu le socle, les fondations de votre SIHA. Si on passe au slide suivant, puisque une fois qu'on a construit un référentiel fournisseur unifié, on va pouvoir distiller sur l'ensemble des processus achats une information de qualité et pouvoir orchestrer ce pilotage et cette conformité RSE. Alors bien sûr, dans le sourcing, on va avoir des éléments qui permettront de respecter les normes éthiques sur le travail des enfants, l'égalité homme-femme, la diversité, l'inclusion, le devoir de vigilance. Donc ça va pouvoir être orchestré et structuré dans les outils digitaux, en automatique et en manuel. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir structurer et aider l'acheteur dans ses processus de sourcing. On va bien sûr travailler sur les éléments environnementaux, sur la décarbonation, le traitement des déchets, les responsabilités territoriales. On voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui ont fait de la relocalisation un enjeu stratégique. Je pense que c'est un des grands apprentissages du Covid. Donc, autant d'éléments qu'on va pouvoir retrouver dans ces processus de sourcing. Alors, également dans l'aspect contractualisation, l'idée, une fois qu'on a eu quelque part une promesse d'un fournisseur sur un sujet, il faut pouvoir le contractualiser, il faut pouvoir le suivre, avoir des indicateurs. Bon, c'est tout l'enjeu des outils de CLM qui vont permettre de structurer, piloter et suivre la gestion contractuelle dans l'organisation. C'était évoqué juste avant mon intervention sur la partie supply. On a également des outils qui permettront de suivre et d'optimiser finalement les livraisons, les retours, les déchets. Donc ça, c'est autant d'éléments qui vont permettre aussi d'être un contributeur de cette amélioration de la performance RSE. Voilà, et on va retrouver ensuite d'autres déclinaisons dans les outils sur l'évaluation. Ça a suffisamment été évoqué sur le fait de pouvoir construire des questionnaires, de pouvoir avoir aussi des indicateurs sur l'ensemble de la chaîne achat. Voilà, et pour finir sur cette chaîne digitale, on a également l'aspect facturation, alors, qui est plus un sujet de comptabilité fournisseur, mais qui finalement est la conséquence de l'acte d'achat, où là, on va aussi avoir des responsabilités. Vous allez avoir aussi des responsabilités sur les délais de paiement. Tout ça est encadré aussi dans la réglementation française LME, qui fait partie d'un élément aussi de responsabilité de l'entreprise, de manière complètement intégrée à ces dispositifs. Voilà, pour finir sur ces sujets, je dirais que la mise en place d'une stratégie RSE et le suivi dans le temps, forcément nécessite des outils, je ne vous apprends rien, de la méthode. Donc, il faut vraiment construire ces projets comme des véritables projets informatiques aussi. C'est aussi ça le message d'aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir des outils qui facilitent et pas qui complexifient vos processus d'achat. Merci. Pardon. Merci Christophe, merci pour cet éclairage. Alors, juste pour finir, on a un peu pris du temps dans le début du webinaire avec le problème de son sur la prise de parole de Valérie. Je vais essayer de faire court sur cette partie-là, mais nous, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des directions achats qui veulent identifier l'engagement RSE de leurs tiers fournisseurs.
Alors, il y a plusieurs méthodes aujourd'hui pour le faire, vous les connaissez. Il y a certaines méthodologies qui sont d'intégrer cette information adossée au score de conformité. Donc là, on s'adresse aux entreprises assujetties à la loi Sapin 2 qui veulent avoir de concert le score de conformité et un score RSE. Donc ça, on le propose également. Il y a le fameux questionnaire RSE que certains d'entre vous font via des applications type Microsoft Office, tout ça, pour aller collecter de l'information auprès des fournisseurs. Le taux de retour est à peu près de 40%. Donc ça, c'est à peu près la chose qu'on a vue. Et ce que Altares a créé il y a quelques mois maintenant, quasiment 1 an, c'est le score ESG qui est basé sur de la donnée. Alors, je vais juste le parcourir rapidement pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est basé sur de la donnée, sur de la data. Nous avons agrégé des centaines et des centaines de données qui vont venir identifier l'engagement RSE du tiers, client ou fournisseur, mais là on parle au niveau des fournisseurs, sur une note de 1 à 5 et qui est vraiment adossée aux 3 piliers E, S et G. À l'intérieur de ces 3 piliers, on a des sous-piliers, des sous-thèmes, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais par exemple, on arrive à identifier par une note de 1 à 5, quel est le niveau d'engagement du tiers sur ses efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Sur la conformité, on a également des données, et on arrive à avoir cette note de 1 à 3, ce qui est ultra intéressant puisqu'on commence à avoir des projets, il y en a même des ventes sur ce thème, c'est que la note est unique et elle est portée par l'un des 3 piliers, et on voit que certains piliers portent plus que d'autres la note, notamment dans certains secteurs d'activité ou dans certains pays. C'est évidemment disponible en mode fichier également et en mode SaaS. Vous voyez ici une application assez visuelle avec le score ESG et puis les trois sous-scores qui sont indiqués en fonction des informations que nous avons collectées. Alors, je suis franc avec vous, vous le voyez à l'écran, il y a certaines entreprises pour lesquelles nous n'avons pas de score RSE. Eh bien, tout dépend en fin de compte de la donnée qui nous est accessible. Parfois, nous ne l'avons pas et donc nous ne pouvons pas afficher ce score RSE, mais nos bases de données sont mises à jour mensuellement. Donc, on a aujourd'hui une évolution en termes de nombre de tiers qui ont un score RSE, 2 chiffres, c'est 80 millions dans le monde et 4 millions 100 en France. En France, c'est quasiment 85% des entreprises commerciales actives pour lesquelles nous avons un score RSE. Alors, ça ne se substitue pas aux acteurs comme Ecovadis, ça ne se substitue pas aux questionnaires que vous avez mis parallèlement en place. L'objectif, on voit avec les directions achats, c'est d'avoir un taux au moins des fournisseurs de rang 1, au moins des fournisseurs principaux, d'avoir 80-90% d'informations RSE avec différentes méthodologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce score, je vous le disais, est basé sur les 3 piliers avec plusieurs sous-thèmes, le climat, les ressources naturelles, la gouvernance bien sûr, la conformité. Donc on a été chercher ces données-là au sein de plusieurs sources et aidés par des acteurs qu'avait évoqué Valérie comme GRJ ou SASB notamment. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Alors, évidemment que ces données-là sont totalement intégrables dans les SRM, vous avez bien compris. Évidemment qu'elles viennent contribuer au DPEF et qu'elles viennent donner une dimension supply chain du DPEF. C'est intéressant de voir en fin de compte si votre chaîne logistique, rang 1 ou rang N, comme le disait Isabelle, est dans la même tonalité que vos démarches RSE, notamment sur le scope 3 et notamment sur l'empreinte carbone. C'est là où c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on recommande chez Altares? D'abord, ce qui serait sympa, c'est de faire un diagnostic sur vos tiers fournisseurs pour voir déjà si nous, chez Altares, on a un score ESG sur vos tiers fournisseurs. N'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez ce genre de petit graphique qui vous est fourni avec quelques informations. Typiquement, quelle est la part de vos tiers fournisseurs
qui sont sur une note entre 1 et 5. C'est l'histogramme qu'on voit en haut de la slide. Ensuite, une répartition par secteur d'activité. Et puis, pourquoi pas tester la plateforme qui peut être intéressante, plateforme en mode SaaS, mais également en API intégrable avec Fluxim dans les SRM. Et puis, vous pouvez bien sûr prendre contact avec nos différents contenus que nous avons sur ce sujet, la RSE ESG, nos solutions pour les directions achats, qui englobent bien sûr nos solutions RSE. Et puis, faut pas l'oublier, Valérie l'a évoqué fortement, là on parle de la partie fournisseur, mais la partie ESG avec la finance. Alors, voilà, on en a terminé. J'ai été très très vite sur la partie Altares. Je remercie bien sûr Isabelle, je remercie bien sûr Christophe. Je vois que nous avons des questions. Alors oui, le replay, la présentation en PDF vous seront transmises, donc il n'y a pas vraiment de problème. Lucie, comment Altares s'assure de la véridicité des informations transmises par l'entreprise? En fin de compte, nous ne collectons pas des informations transmises par les entreprises. Nous avons quasiment 2000 sources de données publiques, privées, financières, c'est notre métier, pour analyser les données des entreprises. Nous ne collectons pas d'informations en sollicitant les entreprises. Et Olga, oui, pour votre information, les scores ESG d'Ecovadis sont totalement intégrables dans la solution Indudi d'Altares. Il faut évidemment être client Ecovadis et être client Indudi. Je vous laisse, on va terminer. Merci Isabelle encore pour cet éclairage très intéressant. Si j'ai bien compris, Isabelle, l'étude que vous avez montrée était une avant-première, car elle va sortir dans quelques semaines, c'est ça? Fin d'année, tout à fait. Fin d'année, elle sortira. Bon. Ouais. Merci de cet éclairage. On la lira avec attention. Merci à vous. Merci Christophe. Toujours intéressant cet angle SRM, cet angle applicatif. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. Merci bien. Merci pour votre invitation. Merci bien.